n'est-ce pas? Oui. Oui, très bien. Donc, je vais essayer d'insister, Houni, à un type de trouble anxieux qui est plus fréquent chez l'enfant, d'accord? Pour les restes, donc je pense, ma chez l'adulte, c'est un trouble qui est beaucoup plus fréquent chez l'enfant, donc je vais insister à lui. On va voir un cas clinique là-dessus. Pour les autres troubles anxieux, je vais juste insister sur les particularités chez l'enfant, les particularités de ces tableaux cliniques chez l'enfant. Donc, je ne vais pas reprendre tout le tableau clinique, juste les particularités chez l'enfant. Donc, باش نبداو donc تشوفوا كيف un cas clinique. Mais, donc le cas clinique de la petite fille M qui est âgée de 8 ans, elle est en 3e année de l'enseignement de base dans une école privée. Ses parents sont âgés d'une 30aine d'années et travaillent comme salariés. Les parents de la fille ont toujours vécu ensemble chez les parents de madame, donc chez les grands-parents de la fille. Alors que M est en cours préparatoire, son grand-père maternel décède d'une crise cardiaque. L'histoire des troubles, donc d'après la maman, M, donc la fille, met toujours un peu de temps avant de se lier aux autres. Dans un contexte familier, tout se passe bien et c'est une enfant qui mène le groupe. M n'a jamais dormi seule. Elle dormait avec ses parents jusqu'au décès de son grand-père. Et suite à cet événement, elle s'est installée avec sa grand-mère. Elle en parle de la manière suivante. Je dors avec mamie parce que la pauvre, elle est seule maintenant, elle a perdu son mari. Dima, selon la maman, à l'entrée en maternelle, la séparation était difficile et la petite fille a mis plusieurs semaines avant de s'habituer et à y aller avec plaisir. Pendant les premiers mois de l'année scolaire, elle a passé le plus de temps possible avec son institutrice, évitant même le contact avec le reste de ses enseignants. La transition vers l'école primaire a été difficile, mais elle a réussi à se faire des amis durant le dernier trimestre. Après cela, bien qu'elle ait paru stressée à chaque début d'année scolaire, elle a réussi à se lier normalement à ses camarades de classe. Cette année, donc 3e année, elle a eu la grippe, ce qui l'a fait rester au lit durant une semaine. Quand elle s'est rétablie et a pu retourner à l'école, elle s'est mise à pleurer impatiemment en s'agrippant à sa mère et en la suppliant de ne pas y aller. La mère décrit un isolement en classe et une recherche de proximité avec l'adulte présent à l'école. Après quelques jours, elle a réussi à retourner à l'école sans trop pleurer. Pourtant, en milieu de matinée, elle a commencé à se plaindre de douleurs abdominales et a dû retourner à la maison. Un autre jour, elle s'est sentie très fatiguée à l'école avec des vertiges et des maux de tête. Donc, le pédiatre n'a trouvé aucun signe de maladie pouvant expliquer ces symptômes. Elle ne présente jamais ces problèmes physiques durant les week-ends, mais lorsque le dimanche soir arrivait, elle devenait anxieuse à l'idée d'avoir les mêmes symptômes à l'école le lundi. Donc, actuellement, ce qui a motivé la consultation actuelle, donc cette fille pleure tous les matins à l'école et rentre en retard en classe systématiquement accompagnée d'un adulte qui va la séparer physiquement de sa mère ou du portail de l'école quand elle s'y agrippe. Ces manifestations durent depuis 6 semaines. Les crises de larmes sont de plus en plus intenses et durent de plus en plus longtemps, ce qui rend la fille indisponible pour les apprentissages et les activités. La présentation de la patiente, donc l'entretien avec la patiente, c'est une fille souriante, d'apparence joyeuse et dynamique. Le contact avec elle s'établit facilement lorsque sa mère est présente, mais lorsque sa mère est absente, elle montre des signes d'anxiété et de tension. Elle se met à ronger les ongles, son visage se tend, elle demande régulièrement l'heure, elle demande à aller chercher quelque chose dans le sac de sa mère, mais c'est dans un besoin de vérifier sa présence. Donc, elle devient tendue, son visage se ferme
et semble moins à l'écoute et moins disponible. Voilà. Donc, à quel diagnostic vous pensez pour cette fille? Anxiété de séparation? Trouble anxiété de séparation. Oui, parfait. Donc, il s'agit d'un trouble anxiété de séparation. Je m'arrête à trouble anxiété de séparation. Il faut savoir que le problème, c'est la séparation. Donc, la séparation des personnes, ok, donc l'enfant est principalement attaché et de façon durable à l'origine d'une souffrance et de manifestations anxieuses qui sont intenses et excessives. Donc, on y trois mots-clés, la séparation, donc la situation de séparation qui cause les problèmes chez l'enfant, qui cause l'anxiété chez l'enfant, et aussi ce sont des manifestations anxieuses qui sont intenses et excessives. Et là, c'est la définition de trouble anxiété de séparation. Oui, on peut évoquer les conversions somatiques. Les conversions somatiques, مش l'hystérie, mais les conversions somatiques. في الDSM, ما بقيناش نلقاو l'hystérie, نلقاو les conversions somatiques اللي هما ce sont des manifestations somatiques. Voilà, ce sont des somatisations plutôt هنية. Ce sont des somatisations اللي هما en rapport avec كما قلنا ما فماش une cause organique, mais c'est psychologique. Donc c'est la traduction d'une souffrance psychologique. Reflet de troubles de l'adaptation. Pas vraiment, enfin, mais il y a un trouble de l'adaptation, enfin, une situation liée à la séparation, qui n'est pas tolérée. Mais, le tableau clinique. Comment on retient les signes cliniques qui nous permettent de retenir le diagnostic de trouble anxiété de séparation? Donc, sur le plan clinique, pour retenir le diagnostic de trouble anxiété de séparation chez un enfant, peut-on parler de l'hystérie à l'enfance? Ça dépend à partir de quel âge. Chez le grand enfant, le préadolescent, oui. Pas avant. Mais chez le préadolescent, c'est l'âge où on peut parler de l'hystérie. Mais l'hystérie, ما بقيناش نحكيو على hystérie, نحكيو على les conversions somatiques منشيرة, نحكيو على les troubles dissociatifs, donc au sens DSM منشيرة. Donc vraiment l'hystérie, l'entité القديمة في الDSM ما عادتش موجودة. Donc pour retenir le diagnostic clinique donc de trouble anxiété de séparation, donc cette anxiété se manifeste par au moins 3 signes cliniques parmi les suivants. Donc c'est un enfant qui manifeste une détresse lorsque la séparation est envisagée ou bien lorsqu'elle est effective. Que ce soit صارت séparation ou bien même ما زالت ما صارتش mais elle est envisagée. À l'idée de la séparation, il va manifester une détresse. C'est un enfant qui manifeste aussi une inquiétude persistante à propos de la perte de ses parents. Ou des soucis, des inquiétudes à propos de la perte de ses parents. يجب يكون عنده aussi des soucis irréalistes que le sujet هو donc soit séparé par un événement malheureux lui arrivant. Donc, un événement malheureux qui va le séparer de ses parents, tel qu'une maladie ou bien une hospitalisation. Un refus persistant d'aller à l'école par peur de séparation. C'est un mot-clé, par peur de séparation. ما عندوش مشكلة في المدرسة. Il ne refuse pas d'aller à l'école pour autre cause. C'est par peur de séparation. La peur d'être seul à la maison ou dans d'autres endroits. Un refus d'aller au lit sans bénéficier de la proximité des parents et un refus d'aller dormir ailleurs avec des cauchemars répétés sur le thème de la séparation. Finalement, autres symptômes, ce sont des plaintes somatiques chaque fois que la séparation est envisagée ou effective. Donc, il faut réunir 3 critères parmi l'hystérie pour pouvoir retenir le diagnostic de trouble anxiété de séparation. Les 3 critères, il faut que ces troubles entraînent des anomalies du fonctionnement social ou scolaire, un retentissement de ces troubles-là sur le fonctionnement social et scolaire de l'enfant. L'anxiété doit durer depuis au moins 4 semaines pour parler d'un trouble anxiété de séparation et elle est à l'origine d'une détresse ou bien d'une gêne significative dans le fonctionnement social
scolaire ou autre. Donc, il y a les critères diagnostiques d'un trouble anxiété de séparation. Donc, l'enfant, il doit valider les critères pour pouvoir parler d'un trouble anxiété de séparation. Donc, au moins 3 signes, liste les anomalies, donc c'est un trouble qui entraîne des anomalies, la durée, donc au moins 4 semaines. Bien sûr, il est à l'origine d'une détresse ou d'un problème, d'une gêne dans le fonctionnement social, scolaire ou autre. Ne peut pas être diagnostiqué chez l'adulte. Si, avec l'avènement du DSM-5 ou un trouble anxieux qu'on peut retenir chez l'adulte. قبل في DSM-4 révisé, donc c'était la version du DSM اللي جات قبل le DSM-5, c'était un trouble anxieux spécifique de l'enfant. Donc, on ne pouvait pas porter le diagnostic éveillé chez l'adulte. في DSM-5, on peut porter le diagnostic chez l'adulte. Madame, Oui. quelle est la différence entre anomalie du fonctionnement social et scolaire et gêne dans le fonctionnement social et scolaire? Voilà, c'est pratiquement la même chose. Donc, l'essentiel que c'est un trouble qui va être à l'origine un retentissement. وهذه la question راهي موجودة في les troubles qui touchent l'enfant الكل. خاطر on va voir احنا بعد la différence ما بين ce qui est normal. خاطر chez l'enfant فما حويجات normal. Par exemple, تنجم تقولوا لي les enfants الكل ils peuvent manifester une anxiété de séparation هذه صحيح ولا؟ عادي. Un enfant il peut manifester une anxiété de séparation. Eh bien oui, donc il y a une différence entre le normal et le pathologique. Quand on parle de normal, quand on parle de pathologique, c'est généralement le critère est durée, donc ça doit durer au moins 4 semaines, ça va durer. Ou l'autre critère, c'est le retentissement. Donc c'est un trouble qui va retentir. Je suis à l'origine d'anomalies du fonctionnement social, scolaire de l'enfant. D'accord? Est-ce que le caractère d'une mère hyperprotectrice, toujours attachée, favorise l'apparition du trouble anxiété de séparation? Tout à fait. On va les voir les facteurs favorisants. Donc, si l'anxiété dure depuis 3 semaines, on parle de crise d'anxiété. On ne peut pas parler encore d'un trouble anxiété de séparation. Mais je parle au trouble anxiété de séparation, les critères du DSM exigent une durée minimale de 4 semaines. Mais nous ne pouvons pas parler d'un trouble anxiété de séparation. D'accord? B. Une forme particulière du trouble anxiété de séparation, ce qu'on appelle la phobie scolaire ou le refus anxieux de l'école. La phobie scolaire, c'est un refus d'aller à l'école avec des réactions d'anxiété très vives ou de panique. فما 2 pics d'âge de début vers 5-7 ans, معناتها début نتاع دخول المدرسة وفما 11-12 ans. Le début, il est souvent brutal après un événement ayant une valeur de rupture par rapport à la scolarité, qui m'a des vacances, un déménagement, changement donc d'école, un événement صار في المدرسة. Comment il se manifeste, donc comment elle se manifeste, donc la phobie scolaire est angoisse au départ de l'école avec des pleurs. L'enfant promet d'aller demain avec des somatisations, donc des maux de ventre, de tête. Il va avancer des rationalisations, un enseignant très sévère, des camarades méchants. En revanche, ce qui est particulier chez ces enfants, aucun refus du travail scolaire. Ils acceptent de faire ses devoirs. Par exemple, ils acceptent de faire les devoirs ou parfois un hyper-investissement de la scolarité. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas les cours, c'est la séparation. Généralement, la phobie scolaire elle fait suite à une angoisse de séparation. Elle peut être associée à d'autres manifestations phobiques, dépressives, etc. Donc, quels sont les facteurs de risque? Nous avons une question justement. Quels sont les facteurs de risque pour un enfant pour développer un trouble anxiété de séparation? Ce sont des antécédents personnels d'inhibition comportementale. Ce sont des enfants qui, me fait le cas clinique, c'est une fille qui a toujours trouvé des difficultés à s'adapter dans le groupe, dit m'a retiré, dit m'a inhibé choya. Ce sont des événements de perte ou bien de séparation. Ce sont des événements de vie stressants
Et ce sont les troubles anxieux ou bien dépressifs chez les parents. Donc, une mère qui est anxieuse, qui est hyper protectrice, et oui, c'est un facteur de risque pour l'enfant pour développer un trouble anxiété de séparation. Le diagnostic différentiel. Donc, devant l'anxiété de séparation, le diagnostic différentiel, c'est l'angoisse de séparation développementale. Développementale, معناتها normal. اللي تنجم تظهر عند les enfants الكل واللي هي ماهيش pathologique. شنو les exemples de l'angoisse de séparation développementale? Par exemple, l'angoisse du 8e mois اللي هي تظهر عند الصغيرات الكل في ال 8e mois واللي هي c'est un signe بالعكس d'un bon développement. Elle signe à nous, l'enfant, il a commencé à reconnaître sa maman et de la différencier par rapport aux autres. Donc, c'est un signe d'une maturation, d'un développement normal. لكن هذه مش تجي شوية وباش تمشي على روحها والenfant il va continuer à évoluer normalement. فما كيف les angoisses de séparation dans deux situations معروفين communes, essentiellement la vie scolaire. Donc, الصغيرات الكل أول ما يدخلوا المدرسة للروضة, ils vont manifester une angoisse de séparation développementale normale. شنو اللي en faveur du caractère développemental? C'est la durée. هوني عندنا une durée qui ne dépasse pas les 4 semaines. وبعد l'enfant يستانس il va donc surmonter l'angoisse de la séparation. C'est la participation aux activités. Donc, bien que l'enfant il est un peu anxieux, mais quand même, il va participer aux activités. Il va accepter la sollicitation de ses pairs. Donc, il refuse, elle est retirée, elle refuse d'être, donc, elle n'accepte pas les sollicitations de ses pairs. Et c'est la communication avec les pairs et les adultes. عكس الكا اللي شفناه البنيه qui refuse de communiquer avec donc les pères ou حتى les adultes à la limite فماشي un seul enseignant اللي تنجم تحكي هي وياه. Donc هذايا ce qui est en faveur du caractère développemental de l'anxiété et ce qui différencie donc l'anxiété normale de l'anxiété pathologique ou bien sûr مش نوليو نحكيو على un trouble. Donc c'est le trouble anxiété de séparation. Est-ce que c'est clair? Pour le trouble anxiété de séparation. Donc, oui. Le cas clinique, c'est vraiment un cas clinique illustratif. C'est un cas typique de trouble anxiété de séparation, voire même il a évolué, voilà, il est accompagné d'une phobie scolaire. Donc, c'est une fille qui refuse actuellement d'aller à l'école. Sans problème, l'entretien, c'est une fille qui n'a aucun problème. Des éléments dépressifs, au contraire, c'est une fille joyeuse. Son seul problème, c'est la séparation. Elle n'accepte pas la séparation avec donc les figures d'attachement, en particulier les parents, peut-être la maman. Très bien. Donc, il y a le trouble anxiété de séparation. Je vais donc passer à un autre trouble anxieux qu'on peut voir fréquemment chez l'enfant, le trouble phobique. Donc, la définition, bien sûr, je pense que vous connaissez maintenant très bien la phobie, qui est une peur éprouvée devant une situation n'ayant pas de caractère objectivement dangereux, donc ce qui différencie la phobie de la peur. C'est un sentiment de peur intense, persistante, excessive, déraisonnable, non adaptée, qui s'accompagne généralement de conduite d'évitement. Donc, l'enfant, il va éviter les situations face à l'objet ou à la situation phobogène qui déclenche la phobie, avec des conduites de réassurance. Donc, il va rechercher la présence d'un objet ou d'une personne à valeur contraphobique. Elle va servir pour rassurer l'enfant devant l'objet phobogène élevé. Docteur? Oui. Excusez-moi, juste par rapport à la définition, est-ce que une phobie ne peut pas être une peur d'un objet qui est objectivement dangereux, mais la peur est excessive? Oui, bon, as-tu des exemples? Est-ce que tu peux me donner des exemples?
Je ne sais pas, par exemple, les personnes qui ont peur de, je ne sais pas, d'une araignée. Une araignée peut potentiellement être un insecte qui est dangereux, qui peut Dangereux. nous empoisonner. Mais la peur, elle est réellement excessive. D'avoir une araignée à 5 mètres fait détaler l'enfant ou la personne. Oui, oui, oui. Bon, oui, peut-être, qui m'a dit, en voyant un araignée à 5 mètres, normalement, ce n'est pas une situation objectivement dangereuse, même si l'araignée est, il peut être dangereux, vu une femme à une distance, mais la phobie, qui m'a dit, c'est une peur qui est intense, qui est excessive, non adaptée à la situation. Donc, ça dépasse la peur normale, normalement, elle doit être éprouvée devant la situation indiquée. D'accord, merci. D'accord? Donc, ça dépasse la peur, l'adja. Que ce soit l'intensité, que ce soit l'objet qui est à l'origine, l'objet phobogène. C'est un objet qui, normalement, ne fait pas peur. D'accord? Mais haja intense, excessive, qui n'est pas adaptée. D'accord? Et d'ailleurs, ce qui différencie la peur de la phobie. Donc, face à la situation phobogène, l'enfant va manifester l'anxiété qui se développe, qui se manifeste par des pleurs, ça par une colère, c'est une caractéristique de l'enfant, avec un figement et un agrippement à l'adulte. Avec donc réaction à l'anxiété, l'anxiété, elle se manifeste aussi bien par un sentiment, donc l'anxiété, par un comportement. Donc, c'est un comportement qui peut être de l'agitation, donc un état de tension. Donc, c'est un comportement. C'est des signes physiques. D'accord? Donc, l'anxiété, elle se manifeste aussi par un cortège de signes physiques et ce sont des manifestations neurovégétatives qui sont la tachycardie, les sueurs, l'accélération du rythme respiratoire. Et c'est une cognition. L'anxiété, c'est aussi une cognition, une idée. اللي فما راهو l'objet هذا donc c'est une idée fausse, c'est une cognition erronée اللي تقول لك انك l'objet هذايا راهو c'est un objet qui fait vraiment peur, voilà, c'est un objet qui est dangereux. C'est quoi l'agrippement? Donc il s'agrippe à l'adulte, il s'attache à l'adulte. يتعلق بالاdulte, ما ينجمش يسيبه, il s'agrippe. فيجمون يقعد خايف في بلاصتو. يكبش تكبيش. Comme قلنا, donc il peut s'associer à ces signes-là des conduites d'évitement. Donc l'enfant, il va se replier sur lui-même afin de ne plus se confronter à l'objet menaçant. Ou c'est des demandes de réassurance. Donc il يطلب من l'adulte qu'il soit à côté de lui pour le réassurer. Et la pensée, qui m'a dit, l'anxiété, c'est aussi des idées, ce sont des cognitions. La pensée, elle est envahie par ses craintes. Dis-moi, l'idée, l'anticipation de l'anxiété, réellement la situation, tellement c'est quelque chose qui envahit, on anticipe la situation. Donc c'est l'anticipation anxieuse. C'est la pensée qui est envahie par ces craintes-là. Donc, il y a plusieurs formes cliniques pour les troubles phobiques. Il y a les phobies simples ou spécifiques. C'est une phobie qui est rattachée à une situation ou à un objet particulier, qui est par exemple la phobie des animaux, la phobie du sang, la phobie de certains moyens de transport. Donc, il y a des phobies simples ou spécifiques. À la différence de l'adulte, les enfants ne reconnaissent souvent pas que les peurs sont excessives ou irraisonnables et rapportent rarement une souffrance liée au fait d'avoir des phobies. L'adulte, il reconnaît le caractère pathologique de ces phobies. Chez l'enfant, ce n'est pas obligatoire du fait de l'âge. Il ne reconnaît pas ce caractère excessif, irraisonnable de la phobie. Il ne rapporte pas une souffrance liée donc au fait d'avoir ces phobies. La phobie sociale, généralement, l'âge de début, c'est vers l'adolescence. Chez les enfants, à l'adolescence.
Bien sûr, c'est une peur marquée et persistante dans une situation sociale. C'est la crainte de parler devant les autres, d'être interrogé en classe, de rougir en public. Donc, c'est les mêmes signes de la phobie sociale chez l'adulte. Par contre, ce qui est particulier chez l'enfant, Annie, l'anxiété, elle ne se manifeste non seulement que face à des adultes, mais aussi حتى وقت l'enfant يبدأ مع des enfants qu'il faut. À la différence de l'adulte, on n'exige pas de l'enfant de reconnaître le caractère inadapté de la peur. Donc, l'enfant, il va éviter les situations sociales avec une altération de l'estime de soi, une peur de la critique, ou bien sûr, avec ça, dima le cortège de signes physiologiques gênants, il accompagne l'anxiété. هوني نرجعوا ديما la question du développemental. ربما هذه أهم question chez l'enfant. خاطر نقولوا احنا beaucoup d'enfants, ils peuvent manifester à un moment donné de leur développement des phobies, mais qui restent des phobies normales, des phobies développementales. Ce sont des phobies, ce qui les rend développementales, mais pathologiques, ils restent limités, ils ne sont pas envahissants, ils n'empêchent pas l'adaptation et l'autonomie de l'enfant, et ils sont tolérés et compris par l'environnement socio-culturel. Et généralement, ce sont des phobies qui vont évoluer avec l'âge de l'enfant. Chez les petits enfants, c'est plutôt la phobie des gros animaux. قد ما l'enfant يكبر شوية, ça sera la phobie بالعكس des petits animaux. Chez l'enfant, اللي هو في l'âge متاع par exemple 5-6 ans, مش يوليو عنده des phobies كيما par exemple الphobie متاع tout ce qui est imaginaire, متاع tout ce qui est المظاهر الطبيعية كما الرعد كما البرق. دونك الحويجات اللي هما يقربوا أكثر الحويجات غيال معناتها ils font réellement peur. Donc ce sont des phobies qui vont évoluer avec le temps, مش يتبدلوا مش يقعدوا, ils sont limités, donc محدودين, ils sont non envahissants. عكس الفوبie pathologique اللي هي elle va envahir la pensée de l'enfant, باش تخليه يخمم كان فيهم هما. Ce sont des phobies qui n'empêchent pas l'adaptation et l'autonomie de l'enfant. Donc c'est un enfant qui évolue normalement رغم اللي عنده les phobies هذوما. عكس les phobies اللي هما maladifs, donc dans le cadre de pathologiques, où les huma, ils vont vraiment altérer le fonctionnement de l'enfant. Voilà, donc huma concernant les phobies. Le trouble phobique. Un autre trouble qui fait partie des troubles anxieux qu'on peut voir chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle le mutisme sélectif. Donc, le mutisme sélectif, c'est une incapacité régulière à parler dans des situations sociales spécifiques. Qui par exemple, c'est un enfant qui ne peut pas parler à l'école. Ou un instituteur particulier. C'est un trouble qui interfère avec la réussite scolaire ou professionnelle ou avec la communication sociale, donc un retentissement. Et dès qu'on parle d'un trouble, pour parler d'un trouble, il va durer d'au moins un mois, il va durer. Et l'incapacité elle n'est pas liée à un défaut de connaissance ou de maniement de la langue parlée. Et d'ailleurs, pour pouvoir retenir ce diagnostic-là, qui est celui du mutisme sélectif. Enfin, le trouble anxiété généralisée, le trouble panique, je ne vais pas donc parler de ces deux troubles-là. Je suis une spécificité chez l'enfant. Le trouble panique, il est rare chez l'enfant, il est plus fréquent chez l'adolescent. والأكثرية زاد vers la fin de l'adolescence ونشوفوها. وبالنسبة للتروبل anxiété généralisée, donc ما فماش une particularité par rapport à l'adulte. Juste فما deux troubles, je vais parler rapidement. Pour moi, bon, هما الحقيقة ils ne font plus partie des troubles. Quel est le traitement du mutisme sélectif? C'est le même traitement, je trouve traitement de tous les troubles anxieux chez l'enfant. Ça sera le même traitement. D'accord? Juste en peut-être deux, trois diapos. Il y a deux troubles qui étaient classés parmi les troubles anxieux قبل في DSM 4. Ils ne sont plus classés parmi les troubles anxieux. اللي هما le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, واللي هما
l'état de stress post-traumatique ou le trouble stress post-traumatique. Je pense شفتوهم chez l'adulte هكا ولا Oui. شفتوهم des cours séparés مش مع les troubles anxieux. Oui. Oui. Ben, احنا خاطر ما احناش باش نشوفوا عليهم des cours, donc juste ça sera vraiment هكا 2-3 diapos pour مش نعطيكم les particularités chez l'enfant. خاطر في بالي c'est important de reconnaître les particularités هذوما. Donc بالنسبة للتروبل obsessionnel compulsif, je ne vais pas revenir sur les obsessions et les compulsions déjà شفتوهم. Donc le tout s'accompagne bien sûr كما تعرفوا de tension et de lutte anxieuse. C'est un trouble qui peut commencer chez l'enfant ou chez l'adolescent. Juste, je vais insister sur les caractéristiques des TOC chez l'enfant. Donc, les caractéristiques des TOC chez l'enfant, l'anxiété, elle s'exprime par les signes reconnus de l'anxiété, ou la مش يجي يقول لك أنا عندي des obsessions, ou أنا مثلا عندي les idées imposées, etc. Elle peut s'exprimer par le comportement. Donc, l'anxiété, elle peut s'exprimer par des pleurs, des crises de colère, l'enfant, il devient impulsif. Donc, les signes, elle peut s'exprimer sur un mode plutôt comportemental. Ce sont des enfants qui ne cherchent pas l'aide et les symptômes sont égosyntoniques, axe l'adulte. L'adulte, il reconnaît le caractère morbide de ces pensées-là, يعرفهم مرضيين, ou il cherche l'aide, ou les symptômes يقول لك يقلقوني ماهمش متاعي. Chez l'enfant, on ne voit pas ça. Il ne cherche pas l'aide. Les symptômes sont égosyntoniques. Il ignore que c'est une maladie. Les obsessions et les compulsions sont multiples et fluctuantes. Dima يعمل un type d'obsession, de compulsion, et ça change مع الوقت. Donc, ils sont multiples et fluctuantes, avec implication de l'entourage familial dans les rituels. Un petit exemple peut-être باش تفهموا, par exemple un enfant اللي عنده des compulsions de vérification, donc il va impliquer sa maman dans les vérifications نتاعو. يجي ثبت معايا هذايا في بلاصته ولا هذايا الادوات موجودين كلهم ولا. Donc c'est l'implication de l'entourage familial dans les rituels نتاعو. D'accord? On y aussi une autre question, c'est celle des obsessions développementales. وهوني فما quelqu'un qui a posé la question تاع la phobie développementale. développementale phobie ولا هوني obsession حوايج عاديين مش مرضية. Ce n'est pas un trouble, c'est quelque chose qui est normal, qu'on peut voir chez l'enfant. C'est un signe بالعكس de maturation, واللي هما عندهم les critères نتاعهم اللي هما généralement les mêmes, انهم ils sont brèves et limités dans le temps, ما يدوموش شوية ويمشيو على روحهم. فما une facilité de s'en distraire, معناتها l'enfant في ساعة يتخلص فيهم. Ils ne sont pas ماهيش حاجة qui va envahir l'enfant, qui va altérer le fonctionnement نتاعو, بالعكس حاجة مش تعينه pour se développer. D'accord? Par exemple, les obsessions, les obsessions développementales, un petit exemple, فما les rituels de coucher. في العامين 3 سنين الصغيرات الكل يعملوا des rituels de coucher. ما يرقد إلا ما يعمل هكا وهكا وهكا, يزمو ديما يعمل نفس الحاجة باش يجي يرقد. Donc هوني, ce sont des conduites, بالعكس, ce sont des conduites maturatives. اللي مشي يقعدوا فترة وبعد l'enfant مش يتنحاو و il va se développer normalement. D'accord? Donc, هذوما pour les obsessions développementales والفرق ما بينهم وما بين الباثولوجيك. كلي مع l'état de stress post-traumatique, donc les mêmes circonstances de survenue ou les facteurs donc traumatiques, l'événement traumatique qui peut causer le trouble de stress post-traumatique chez l'adulte, هو بيدو il peut le causer chez l'enfant. Juste là, sur le plan donc, clinique, le tableau clinique, donc la reviviscence de l'événement traumatique chez l'enfant, elle peut se faire à travers les jeux. كيما يجم يتذكر l'événement traumatique في les souvenirs نتاعو, des flashbacks, كأنه l'événement تعاود قدامه par هكايا un scénario, كيما ça peut se voir في les jeux. Un petit exemple, un enfant qui a été impliqué dans un accident donc de la voie publique, il va rejouer d'une manière répétitive le même accident avec les voitures, les jeux نتاعو. Donc, reviviscence تصير à travers les jeux. Les rêves angoissants chez l'adulte, ce sont des cauchemars, les thèmes نتاعهم l'événement traumatique. Chez l'enfant, les rêves angoissants, thématiques نتاعهم non spécifiques. يجمو يكونوا des rêves traumatiques
le contenu نتاعها مش بالضرورة l'événement traumatique تنجم تكون حاجة أخرى. Ce sont des rêves angoissants de façon générale. Sinon, نلقاو les signes de la détresse donc en cas de stimuli associés à l'événement, نلقاو l'évitement de tous les stimuli associés au traumatisme, ou نلقاو les signes traduisant l'hyperactivation neurovégétative. Donc, c'est un enfant qui est en état d'hypervigilance avec des difficultés d'endormissement, des difficultés de concentration, des réactions de sursaut, اللي نجمو نلقاهم كيما chez l'adulte. Donc voilà, donc juste la plaque il y a une estimation de l'âge moyen des débuts des différents types de troubles anxieux chez l'enfant. Généralement, les phobies spécifiques, c'est vers le début de l'enfance, l'anxiété de séparation, c'est au milieu, donc c'est vers 7-8 ans. L'anxiété généralisée, c'est vers la fin de l'enfance. Phobie sociale, début de l'adolescence. TOC, c'est le milieu de l'adolescence. Le trouble panique, l'aktaria, c'est vers le début de l'âge adulte. C'est une question à l'évolution de ces troubles anxieux à l'âge adulte. Ça dépend des cas. Il y a des cas qui persistent à l'âge adulte. Il y a des cas qui évoluent vers d'autres troubles anxieux à l'âge adulte. L'anxiété de séparation, elle peut évoluer à l'âge adulte vers un autre type de trouble anxieux, un trouble panique. D'accord? Donc, ça peut évoluer. À retenir ces dates. Non, ce n'est pas à retenir, c'est juste pour vous. Ce qui est à retenir, c'est bien sûr le tableau clinique de l'anxiété de séparation et comment retenir ce diagnostic, les critères diagnostiques de trouble anxiété de séparation, la différence entre le normal et le pathologique. La différence entre l'anxiété de séparation pathologique, donc le trouble, l'angoisse de séparation développementale, il y a la différence. Ce qui caractérise les phobies développementales, ils sont aussi à retenir. D'accord? Juste un mot avant de terminer un traitement. Donc, le traitement est valable pour tous les types de troubles anxieux chez l'enfant. Il faut savoir que c'est un traitement qui est multimodal, avec un projet individualisé et qui sera réajusté avec l'évolution. Je n'ai pas compris la différence entre le trouble anxiété de séparation et la phobie scolaire. Trouble anxiété de séparation, c'est une anxiété face aux situations de séparation. شفت هذوك les critères diagnostiques اللي شفناهم. Donc, quand un enfant a 3 critères, les critères une détresse lorsque la séparation est envisagée et effective. C'est un enfant qui refuse d'aller dormir ailleurs, بعيد على عائلته. Qui a peur, a des soucis concernant un mal qui lui arrive à lui ou à ses parents, qui le séparent de ses parents. Il y a des somatisations, quand il est séparé, quand il خمم في séparation. D'accord? Donc, les signes هذوك الكل يخلينا نقولوا إذا كان عندنا 3 de ces signes-là, عندنا un trouble anxiété de séparation. La phobie scolaire, les enfants اللي عندهم généralement un trouble anxiété de séparation, ils développent une phobie scolaire. Donc, يوليو يخافوا ما يحبوش يمشيوا للمدرسة par peur de la séparation. D'accord? C'est associé à un trouble anxiété de séparation. Généralement, c'est associé à un trouble de séparation, mais ce n'est pas la même chose. Donc, l'anxiété de séparation, c'est l'anxiété face à une situation de séparation. مش بالضرورة في المدرسة، تنجم تكون séparation حتى باش يمشي لأي بلاصة أخرى. D'accord? Juste, عندك les critères pour retenir le trouble anxiété de séparation. Donc, 3 critères parmi la liste هذيك. فما durée qui doit dépasser les 4 semaines ou فما donc le retentissement. Hakika, on a tous les critères pour parler d'un trouble anxiété de séparation. Ok, Maria. Ben, donc, le traitement, il se base essentiellement sur les psychothérapies. En particulier, la thérapie cognitive et comportementale. Il y a, le moyen thérapeutique le plus utilisé ou les résultats chez les enfants. Donc, les psychothérapies
essentiellement la thérapie cognitive et comportementale. نجمو نستعملوا de la psychothérapie de soutien. Concernant le traitement médicamenteux, il est réservé à quelques cas. Bon, وقت فما vraiment un niveau d'anxiété très très important. En cas de réponse insuffisante aux autres approches, en cas de comorbidité, notamment anxieuse, il faut vraiment se méfier de l'utilisation des anxiolytiques benzodiazépines chez les enfants. Pratiquement, on ne les utilise que dans de rares cas ou chez l'adolescent. Chez l'enfant, ils sont à éviter. Fama le risque de dépendance. En plus, l'effet c'est un effet qui est vraiment instantané. Juste, ils vont traiter l'anxiété, mais ça ne sera pas un traitement efficace. On utilise parfois les antidépresseurs, mais chez l'enfant, on est limité par les AMM. Donc, ma femme un antidépresseur, il y a l'AMM chez l'enfant pour traiter un trouble anxieux. On a l'AMM pour la fluoxétine à partir de l'âge de 8 ans pour l'indication dépression. Sinon, un antidépresseur, il y a l'AMM. Donc, vraiment, le traitement, c'est psychothérapie, essentiellement thérapie cognitive et comportementale, 3 croix. D'accord. Aux femmes, bien sûr, tout ce qui est incitation socio-éducative, donc c'est le renforcement de la maturation sociale, culturelle, c'est la prise en charge familiale, la prise en charge à l'école, donc bien sûr, les calculs où je m'écoule associés. Voilà. Le TOC de l'enfant à connaître, ça n'existe pas dans le cours. Non. Non, il ne fait plus partie des troubles anxieux. Ou le cours sur les troubles anxieux. Le TOC توا في DSM-5 وهي هذه donc الكلاسيفيكاسيون اللي احنا نعتمدوها في اللي كور خاطر هي سي لا ميم اللي هي معتمده في الاكزامان دونك حتى الاكزامان donc de Residana. Donc le TOC il ne figure plus parmi les troubles anxieux. C'est un diagnostic توا à part ما عادش parmi les troubles anxieux هذاك علاش ما خليوهاش في الكور هذايا. Madame Manetta, on va retenir trouble anxiété de séparation au diagnostic différentiel avec le développemental ou le phobie développemental. Oui. D'accord, merci. Oui. Ou le traitement? Non. Ou le traitement? Traitement, c'est les psychothérapies 3 croix. Essentiellement, la thérapie cognitive et comportementale. Et là, où est-ce qu'il y a à retenir? Donc, d'accord. Donc, oui, le mutisme à retenir, le mutisme, c'est un mutisme sélectif. C'est un mutisme qui m'a dit, c'est un enfant qui parle normalement في قديش من situation عنده situation واحدة اللي تلقاه عنده un mutisme sélectif اللي يجم يكون كما قالت سلمى envers حتى un membre de la famille. Quel est le traitement? C'est la thérapie cognitive et comportementale. Dima. Donc, il faut voir les cognitions de l'enfant, il faut travailler avec lui sur les cognitions et on va agir sur ce comportement-là. On va essayer de renforcer les attitudes نقصوا لهم l'anxiété نتاعو ونحاولوا بشوية أنه يحاول يتكلم في les situations هذوكا اللي فيهم un problème. Donc, c'est la thérapie essentiellement cognitive et comportementale. Elle est vraiment efficace chez l'enfant. Voilà. Comme j'ai des questions. Donc, concernant les 2 cours, les شفناهم اليوم. C'est bon? Merci. 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 Donc, Yatikom Saha, merci à vous pour votre attention. Merci, docteur. Merci à vous. Yatikom Saha. Merci, madame. Rabbi Samahni. Fadal. Est-ce que c'est possible de traiter ma capsule à propos de l'anxiété qui m'a dépression? Possible. مش dans l'immédiat خاطر ما عنديش الحقيقة حاضرة لازم نحضرها. أما نخلي لكم إذا كان تعينكم نخلي لكم bien sûr. Oui, merci madame. D'accord. Docteur? Oui. Si c'est possible تبعث لنا les diapositives على الميل نتاع وسيم. Bien sûr لا باش نبعثهم على الميل نتاع وسيم كيما تفاهمنا دونك نبعث لكم les 2 présentations باللي diapos. Oui, merci. Merci à vous. يعطيكم الصحة.
Au revoir, Slema.